d'abord, Excusez-moi. ouais. Donc, c'est clair. On va faire d'abord un tour de présentation de chacun. On va faire très rapidement pour que, voilà, que chacun dise qui il est et quelle est sa structure. Et ensuite, je laisserai la parole à Claire, donc, qui présentera le dispositif EASY et la grille d'instruction. Donc, ça pour jusqu'à 11h30. Et ensuite, on passera sur l'autre dispositif JSI, VVVSI. Donc, ça sera avec Julie. Et donc, ceux qui participent, qui n'instruisent pas les dossiers JSI pourront quitter la réunion et les autres pourront rester. Peut-être qu'on fera une petite pause, on verra selon le temps. Je commence. Donc, moi, je suis Aurélie Bougnor, chargée de mission jeunesse et engagement solidaire à Occitanie Coopération, donc le RRMA d'Occitanie. Et voilà, donc je passe la parole à Claire. Oui, bonjour à tous, à toutes. Donc, Claire Bauquier, je travaille au service solidarité du FONGEP. Et je vous présenterai tout à l'heure, donc, Lizzie. Julie. Julie, oui. Oui, excusez-moi, parce que je continue d'accepter des personnes qui arrivent au fur et à mesure. Donc, on est 25 au total. Et donc, bonjour à toutes et tous, Julie Revol. Et je travaille au pôle Solidarité Internationale du FONGEP et je vous présenterai le JSI, VVVSI. Enfin, l'instruction surtout. Marion. Bonjour, Marion Lerige, directrice adjointe de Socopération, donc le réseau régional multi-acteurs en Nouvelle-Aquitaine, et je suis en charge des questions d'engagement et de mobilité au sein du réseau. Merci. Mélanie. Bonjour, donc Mélanie Bourbonnois, moi je suis chargée de développement au Franca d'Occitanie, une fédération d'éducation populaire. Okay. Robin. Bonjour à tous, donc Robin Leves, Centre d'information de l'Union européenne, Europe Direct, dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Ariège. Sophie. Il n'y en a qu'une, c'est moi. Donc, Oui, Sophie Rivalière Santiago, service mobilité internationale, région Nouvelle-Aquitaine. Ah non, il y avait plusieurs Sophie, c'est vrai. Ah, attends pour moi. Alors, il y avait, oui, donc, comme je fais dans l'ordre de mon écran. Il y avait Sophie Marquesto. Voilà, je vais faire les noms. Donc, je me présente du coup maintenant? Oui, vas-y. Donc, Sophie Marquesto, responsable de l'association de Traverse en Ariège. Ok, donc maintenant j'ai Victoria Ayotte. Bonjour tout le monde, je suis Victoria Ayotte, chargée de mission pour la Fédération Léo Lagrange qui travaille sur l'éducation populaire au niveau du service international. Enchantée. Okay. Atua Atoumani. Bonjour, Atua Atoumani, chargée en CEPJ à la Dragesse de Mayotte. Ok, bienvenue. Roland Guerrier. Oui, bonjour, je suis Roland Guerrier. Je viens de créer CIBA Coopération, c'est un cabinet conseil à Montpellier. Okay, merci. Mounira Émancipée. Bonjour à tous, Mounira, chargée de développement associatif au sein de l'association Émancipée Mayotte. Okay. Malala, je sais qu'il y en a qu'une. Forcément. Malala Hursenberg, chargée de mission mobilité européenne et internationale pour Bourgogne-Franche-Comté international, donc la RRMA en Bourgogne-Franche-Comté. Donc Saïd Gaba. Alors bonjour, moi c'est Saïd Gaba, donc co-directeur d'Émancipée Mayotte. Okay. Anna. Bonjour à tous, Anna Barra, responsable de pôle mobilité européenne et internationale chez Bourgogne-Franche-Comté international. Ok, parfait. Donc Sophie, on a Tilat. Tilat Combaté, chargé de mission Forum, essentiellement sur les questions jeunesse. Merci. Donc j'ai l'info jeune 66, j'imagine c'est Christy. Oui, bonjour à tous. Donc Christy Esch, conseillère en information jeunesse à Info Jeune Pyrénées-Orientales, basée à Perpignan. Et donc Zora Chakori. Bonjour, Zora Chakori, chargée de projet mobilité internationale, maison départementale 17, Charente-Maritime de la mobilité internationale, mission locale de la Saintonge.
Donc, il y a Monsieur Ducrige de Mayotte, vous êtes venu en force. Saïd Ali Abdillah, je suis référent mobilité européenne des jeunes au CRIJ de Mayotte. Ok, donc ensuite, une personne à la Ligue de l'enseignement Île-de-France. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Amadou Diou, je suis le directeur de la Ligue de l'enseignement Île-de-France. Ok. Ensuite, il y a Capucine de Territoire. Bonjour, Capucine Guilleux, chargée de mission EXI et mobilité chez Territoire Solidaire, le RRMA de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ensuite, j'ai Santi. Oui. Oui, bonjour, Santiago Ospina, Avenir en Héritage. Je suis chargé des projets de mobilité internationale. Ok. Donc, si Vincent, je ne sais pas qui vous êtes. Alors, on vous entend pas. On ne vous entend pas, Siloé. Ouais. Bon. Le temps que vous réglez votre problème, on va finir la présentation. Il y a David Tressière. Oui, bonjour. Désolé, mais j'ai eu un petit contretemps pour commencer la réunion. J'en avais une autre qui finissait juste là. Voilà. On n'a pas commencé, donc juste que tu puisses nous dire de quelle structure tu es. David Tressière, les Francas d'Occitanie. Ok, super. Et il me manque Caroline. Bonjour, moi c'est Caroline Ducrot et je suis animatrice réseau au RADSI Nouvelle-Aquitaine, qui est le réseau associatif de solidarité internationale. Ok. Après, j'ai Shaima, Émancipée aussi, l'association de Mayotte, c'est ça? Oui. Bonjour, moi c'est Adnani Shaima Benti, je suis chargée de projet au sein de l'association Émancipée Mayotte. Okay. Et donc, il me reste Vincent. Si vous avez le micro, non, toujours pas. Bon, marquez-nous qui vous êtes et de quelle structure dans le chat. Voilà. Ok, ben merci pour les présentations. Donc, je laisse du coup la parole à Claire. Pour la... Oui, voilà. Donc, je vais vous parler de l'ISI. Donc, l'ISI, c'est maintenant, depuis le 1er janvier 2023, 4 appels à projets par an. Donc, les dossiers à instruire la concernent donc le premier trimestre 2023. Donc, un petit rappel des objectifs de l'appel. Donc, c'est soutenir des actions d'EXI. C'est aussi soutenir donc l'engagement des jeunes sur des projets collectifs qui abordent donc l'interculturel et la solidarité internationale. Excusez-moi. Donc, on souhaite positionner l'EXI comme la première étape d'un engagement. En fait, c'est la volonté finalement du ministère de l'ISI et donc c'est un dispositif qui jusqu'à maintenant tourne bien. Je vais passer aux critères d'éligibilité tout de suite. Donc, vous avez dû recevoir la grille d'évaluation des projets. Je vais la partager et puis on va dérouler un à un donc les critères. Non, je ne sais pas si tout le monde a reçu la grille d'évaluation, Claire. D'accord, je vais... qui n'ont pas encore vu. D'accord, je vais la partager de toute façon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous la voyez? Oui. D'accord, ok, super, merci. Donc, grille, la première, le premier critère donc, concerne l'association. Donc, ça doit être une association de la loi 1901 ou 1908. Donc, si vous avez des structures qui ne sont pas associations loi 1901 ou 1908, ça ne sera pas bon pour eux. Donc, le public visé, ce sont des jeunes. Donc, les bénéficiaires doivent être des jeunes de 0 à 30 ans. Donc, c'est le maximum. 30 ans, c'est le maximum. Si vous avez par contre du public, enfin des bénéficiaires qui sont au-delà de 30 ans, ça ne sera pas bon. En fait, il faudra que les frais qui sont afférents à ce projet soient retirés du budget.
Donc, il n'y a pas de participants minimum ou maximum. Donc, en fait, le budget doit être en cohérence avec ce public-là. Période de réalisation, donc toutes les actions doivent se terminer avant le 30 juin 2023. Ensuite, le lieu. Ah, des questions? Non. Je continue sur le lieu. Donc, il n'y a pas de franchissement des frontières dans l'ISI. Donc, si vous remarquez qu'il y a un projet dans lequel il y a un déplacement à l'étranger, ça ne sera pas bon. Donc, par contre, même si plus tard, le projet prévoit une mobilité par la suite, pourquoi pas, c'est tout à fait envisageable. Mais par contre, ça ne pourra pas figurer dans le budget, cette prise en charge de mobilité. Le projet, donc aucune subvention ne sera attribuée à un projet déjà en cours. Il doit s'agir d'une nouvelle initiative de la part de l'association. Effectivement, on ne peut pas présenter 2 fois le même projet sur l'ISI. Ça ne sera pas possible. Donc, il peut aussi s'agir de projets qui s'inscrivent dans un temps d'une préparation au départ, par exemple, d'un projet JSI-VVSI. Et ça, c'est notamment sur des projets JSI-VVSI qui ont été reportés. Donc, en fait, ça, c'est une possibilité qu'on offre dans l'ISI. Donc, bien sûr, les objectifs visés, je vous en parlais plus tout à l'heure, enfin, au début de la présentation. Donc, il faut que le projet présente nécessairement donc, les questions interculturelles et de solidarité internationale. Ça, c'est vraiment 2 points hyper importants. Il faut garder toujours ça en tête. Et aussi des démarches, bien sûr, d'EXI. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des questions? J'avais vu une main levée de Karine. Je ne la vois plus. Bonjour, Karine Bourdex. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Karine Bourdex, de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, j'avais une question par rapport aux critères d'éligibilité. Voilà, vous parliez donc des publics jeunes, enfin de 0 à 30 ans. Si une partie de ces publics, effectivement, sont plus âgés, du coup, ça rend carrément tout le projet inéligible. Ou alors, comme vous aviez dit, une partie seulement est inéligible. Tout à fait. Il faudra exclure, si vous voyez ça, il faudra exclure donc les jeunes au-delà de 30 ans dans la valorisation du budget. Mais voilà, on prendra en compte Si c'est effectivement… identifié, parce que… Si c'est identifié, Si effectivement. ce n'est pas Après, identifié, le projet entier est inéligible. Oui. Ah oui, d'accord. Si effectivement, vous ne pouvez pas différencier la partie des jeunes au-delà de 30 ans, malheureusement, oui. Ok, très bien. Merci. Ensuite, il y avait une question de Mélanie. Oui, bonjour. Moi, je me posais la question par rapport à l'aspect nouvelle initiative qui est présenté dans le critère. Oui. Parce que je pense à certaines organisations que je connais qui peuvent être en fait dans une continuité du projet, mais sur quelque chose de différent. Il y a eu une première action, par exemple, là en Ariège, sur de la sensibilisation vraiment à l'EXI, avec dans l'idée justement de donner envie à des jeunes de travailler quelque chose. Il y a un groupe de jeunes qui a été constitué et qui envisage de mettre en place un JSI à moyen terme, parce que ça prend du temps de le mettre en place, et donc il pourrait y avoir éventuellement un projet de préparation au JSI. Est-ce que c'est considéré comme une nouvelle initiative tout en étant dans la continuité, ou est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre du projet? Selon moi, ça peut rentrer. Et effectivement, il faut qu'il y ait une évolution quelque chose de nouveau malgré tout dans ce nouveau dossier. Si ça rentre dans le cadre d'une préparation à un dossier GSI, c'est tout à fait pertinent. Il n'y a pas pour moi
frein à ce que, voilà, que l'association puisse à nouveau déposer. Mais voilà, il faut quand même qu'il y ait une évolution par rapport au projet, puisque de toute façon, l'instructeur aura, je pense, un lien avec l'ancien, enfin, il y aura un lien avec des projets déjà déposés de l'association concernée ou pas. La question, c'est, pardon, c'est... C'est pour les projets enfin les associations qui redéposent pour les secondes fois. Est-ce que les associations ont une main sur les projets déjà déposés par les associations? Les instructeurs, tu veux dire? Oui, les Ah, instructeurs. oui, bah, ils peuvent y avoir accès, en effet, d'un projet à un autre. Après, là, du coup, on va voir comment on organise ça, vu qu'il va y avoir 4 sessions par an. Donc, si les associations déposent à chaque fois, on n'ira pas regarder tous les anciens projets qui ont été faits, parce que c'est trop. Mais en tout cas, d'un projet à un autre, dans l'idée, ce serait d'avoir un certain suivi. Et après, c'est aussi la plus-value d'avoir des coordinations régionales qui pourront assurer ce suivi-là et voir l'évolution. Mais voilà, ça peut être une petite évolution. Il n'y a pas besoin de tout changer, de à chaque fois faire quelque chose de totalement innovant et nouveau. Parce que je pense à un autre exemple aussi dans les projets qui étaient ressortis sur le dernier appel à projet. Il y avait notamment des associations qui avaient des actions radio et qui travaillaient avec des groupes de jeunes sur de la préparation d'émissions de sensibilisation à l'EXI ou de rencontres interculturelles avec différentes populations. Et si des actions de ce type-là sont renouvelées d'une année sur l'autre, mais avec des groupes de jeunes différents, là, par contre, ça ne rentre pas, même si les groupes de jeunes sont différents de ce que je comprends des critères. C'est exactement la même action, non. Il faut qu'il y ait une évolution. Mais dans le règlement, c'est précisé, il y a une phrase qui avait été dans les termes de référence qui avait été rédigée par le ministère sur voilà, le fait qu'il faut qu'il y ait une évolution, mais qui peut être juste un élément du projet, mais en tout cas, ça ne peut pas être exactement le même projet. Et juste, j'en profite tant que j'ai la parole pour revenir sur la question qu'avait posée Karine, pour être bien clair là-dessus. Il peut y avoir d'autres bénéficiaires sur le projet, c'est juste qu'il faut vraiment être capable de faire la distinction parce que le projet, en tout cas la subvention ISI, ne s'adressera que pour les jeunes. Mais après, on pose d'ailleurs une question dans le dossier de candidature sur les bénéficiaires qu'on appelle bénéficiaires autres. Et donc là où on peut aussi l'intégrer. Donc ça ne rend pas inéligible s'il y a d'autres bénéficiaires, c'est juste que... c'est une histoire d'identification. C'est ça. Voilà. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions du coup. D'accord. Alors, je vais passer à la grille. Alors, donc vous aurez donc tous cette grille d'évaluation. Il y aura donc 4 onglets. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y a la grille à remplir, comment remplir cette grille, le rappel des critères d'éligibilité et l'explication des critères de notation. Donc, chacun aura donc cette grille. Alors, cette grille se présente, c'est une colonne par projet. Donc, cette partie-là peut être copier-coller par rapport à la grille d'instruction que vous avez eue certainement de vos coordinateurs. Donc là, c'est tout ce qui concerne le projet proprement dit, le montant, les axes. Je vais vous rappeler les axes importants. Donc, il y a 2 axes sur l'ISI. Donc, l'axe 1, c'est échange et sensibilisation à l'interculturalité et à la solidarité internationale dans une démarche d'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale, sans lien immédiat avec un projet de départ ou d'accueil de jeunes dans le cadre des dispositifs GSI-VVSI. L'axe 2, action en lien avec un projet de départ ou d'accueil de jeunes dans le cadre des dispositifs GSI ou VVSI. Alors, donc là, vous allez arriver sur la ligne, le projet est-il éligible ou pas? Donc, selon les critères, vous allez mettre oui, non et justifier. La note donc sera forcément de 0 si le projet est inéligible. Alors, on va passer aux lignes proprement dites de l'instruction.
Donc, il y a des premières lignes qui concernent l'association, les partenaires et son territoire. Donc, bon, c'est tout ce qui est relation avec le partenariat sur son territoire. L'association, ici, il est effectivement sérieux. C'est une cohérence avec la vision de la solidarité internationale attendue par le ministère. On va chercher aussi à savoir s'il y a déjà une expérience avec aussi un partenaire à l'étranger. Enfin bon, tout ça, ça s'est expliqué dans l'onglet explication critères. Je passe assez rapidement sur les bénéficiaires. Donc, bénéficiaires, on va vous demander s'il y a une mixité sociale, égalité des genres. Ensuite, la partie, donc justement l'implication des jeunes dans le projet, est-ce qu'elle est valorisée? On prendra en compte savoir si vraiment les jeunes sont impliqués dans la co-construction. Ça, c'est une chose assez importante. Et puis de faire valoir un peu le travail des jeunes bénéficiaires. Aussi, il faudra un petit peu détailler, ce qui est important, moi, ce qui rend un petit peu les dossiers aussi intéressants, c'est de savoir de quelle pédagogie vont être mis en place pour ces actions d'EXI. Si les explications sont suffisantes, en fonction des âges, du public et du profil ciblé. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, donc les lignes sont notées sur 5. Et là, ce que vous avez, en fait, c'est le coefficient sur chaque ligne. Donc, dans le projet, vous allez savoir si le projet est suffisamment clair, pertinent par rapport aux objectifs. On demande dans le projet le programme détaillé. Bon, c'est bien de l'avoir, ça permet un petit peu de savoir un petit peu la cohérence du projet, le lien avec les objectifs fixés dans ce projet. Là, on va parler donc du projet, notamment s'il y a une approche avec les ODD, savoir si les activités de sensibilisation ont des thématiques de l'EXI, comme je disais tout à l'heure, et aussi vraiment des enjeux de la solidarité internationale. Qu'est-ce que j'ai de pratique à vous dire? Donc, tout ça concerne l'évaluation, la restitution, la communication et pérennité de l'action. Effectivement, le projet doit prévoir une évaluation de l'expérience. Qu'est-ce qu'ont retenu les jeunes finalement de l'expérience qu'ils ont vécue avec un tel projet? L'évaluation du projet lui-même. Est-ce qu'il y avait des indicateurs pertinents, des restitutions de la part vous avez pu transmettre, nous, à FONGEP. Ça arrive qu'on ait parfois des podcasts, par exemple, quand il s'agit d'une émission radio, qu'on ait, nous, FONGEP, ce genre de restitution. C'est toujours intéressant de les avoir. Qu'est-ce que donc là, c'est vraiment la pérennité de l'action. Si vous avez des questions, vous me direz au fur et à mesure. Et enfin, le budget. Donc, le budget, il y a une petite modification cette année. Donc, c'est le montant de la subvention. C'est 70% du budget total. Auparavant, c'était 60%. On arrive là, le ministère a décidé que le budget serait, maximum du budget total à 70%. Ça a été un petit peu rapide, mais je vais peut-être laisser la place plutôt à vos questions. Ce sera peut-être plus concret pour vous. En tout cas, bon, les retours qu'on a eus, la grille est plutôt bien faite. Donc, je pense que c'est plutôt une instruction facile. Est-ce que Claire, on peut dire sur combien de points, je crois que tu l'as dit, mais je ne sais plus. 100 points, c'est ça? C'est 100 points, oui, c'est 100 points.
effectivement, là, pour la base un peu, enfin, la base éliminatoire serait de 60, mais ça, ça serait discuté en comité d'harmonisation. Donc, elle a été de 60 sur le précédent EASY. Si je peux ajouter, c'est-à-dire que on va mettre, nous, on utilise un code couleur, c'est-à-dire que moins de 60, le projet, on le met rouge et il est plutôt défavorable. Entre 60, autour de 60, c'est orange, c'est-à-dire qu'il y a des points de vigilance et des choses peut-être à revoir avec le porteur de projet. Et au-delà, à partir au-delà de 60 et jusqu'à 100, c'est plutôt vert. Donc plutôt pas mal. Enfin, nous, on fonctionne par couleur. Et comme ça, c'est plus simple lors du comité de sélection, enfin de validation des projets tous ensemble. On valide d'abord ensemble les projets favorables et après, ça nous laisse du temps pour discuter sur ceux qui sont un peu plus litigieux. Voilà. Et le calcul, c'est un calcul automatique. Hein. Voilà. Vous n'aurez pas à vous embêter à faire le calcul. Ça se calcule au fur et à mesure que vous mettez vos notes sur chaque ligne. Je regarde si j'ai un peu, si j'ai rien oublié plutôt. Je sais pas si tu as précisé, j'ai peut-être loupé l'information, le fait que c'est une grille d'instruction par instructeur, oui, ou du coup ils rajoutent leur projet et que si c'est inéligible, ils mettent directement là-haut, c'est ça? La note à 0, oui. Ouais. Avec la raison, ok. Bon, très bien. Et après, vous avez fait aussi un document d'appui, une grille sur le budget, je crois. Oui, oui. Qui explique bien. Effectivement, oui, le budget, j'en ai pas trop parlé, mais on pourra, je pense que c'est des documents que les coordinateurs ont à leur niveau. Je ne sais pas, certainement, est-ce que vous avez déjà diffusé ce document, Aurélie? Je sais pas. Moi, j'ai encore rien diffusé. D'accord. Ok. Non, effectivement, le budget, ça s'appelle c'est une espèce de tutoriel pour comment bien remplir votre budget. Il me semble que c'est comme ça qu'on le présente. C'est un guide, oui. Oui, donc c'est pas un guide d'appui à l'instruction, mais c'est un guide pour les porteurs de projet qui aide à construire le budget. Mais du coup, ça permet aussi de voir les calculs qui ont été faits, etc. Il est disponible sur le site, je vais vous envoyer le lien. Justement, par rapport au budget, c'est Karine, la région Nouvelle-Aquitaine, par rapport au budget, il n'y a pas d'autres contraintes que 70% du coût total du projet? Il n'y a pas de plafond, pas de seuil, pas de choses comme ça, de cofinancement exigé? Non, par contre, on vous conseille de bien regarder en fait les lignes qui sont éligibles, enfin au niveau du budget, et il est tout à fait possible, vous, instructeur, de recalculer vraiment je ne sais pas si il y a financé un puits, voilà, enfin je dis n'importe quoi, au Maroc. Ça, par contre, c'est des lignes budgétaires qui sont pas prises en compte dans l'EASY, mais que vous pouvez défalquer et reproposer vous-même en tant qu'instructeur un nouveau montant de subvention. Mais comment on sait que c'est éligible ou pas, le type de dépense? Là, je vous dis quelque chose vraiment de très gros. Si vous voyez qu'un puits au Maroc est financé, dans le cadre de l'EASY, ce n'est pas possible. D'accord, mais c'est marqué où? Alors, oui, dans le règlement, vous avez toutes les règles du coup sur le budget, mais il faut savoir que sur l'EASY, quasiment toutes les dépenses sont éligibles, mis à part du coup la valorisation du bénévolat. Les dépenses d'investissement, de construction, et les dépenses d'investissement en fait peuvent être éligibles, mais il faut qu'elles soient calculées au prorata de la durée du projet. Donc, je ne sais pas, par exemple, si c'est un échange en visio avec un groupe de jeunes, entre un groupe de jeunes français et un groupe de jeunes au Sénégal, et qui a besoin d'acheter un ordinateur, on ne va pas pouvoir financer l'entièreté du prix de l'ordinateur dans le cadre du projet, mais ça va être calculé au prorata. Et c'est pour ça qu'on avait fait ce guide de construction budgétaire qui aide à faire ces calculs.
Donc voilà, il y a juste ça, la valorisation du bénévolat. Et c'est à peu près tout. Et les dépenses du coup liées à une mobilité parce que justement ça c'est inéligible dans ce cadre-là. D'accord, merci. De rien. Et si juste en notre règle, vous parlez de cofinancement, etc. Nous, la seule règle, c'est pour des financements qui proviennent également du ministère des Affaires étrangères. Donc même indirectement via l'AFD qui finance pas mal de projets d'EXI. Dans ces cas-là, c'est possible de cumuler tant qu'en fait ça respecte les règles de financement de chacun des appels à projets. Donc là, en l'occurrence, sur l'EASY, il faut que même cumulé, du coup, ça corresponde à 70% maximum de la totalité du budget. Je ne sais pas si c'est clair. Non, c'est pas clair. Ça n'avait pas été évident pour nous non plus. Par exemple, si une association a également un financement de la part de l'AFD sur un projet d'EXI, dans lequel, du coup, qui correspond aussi à leur projet EASY, il faut qu'ils calculent ce financement-là et qu'au total, avec la subvention EASY, en général, ça dépasse rarement 70%, parce que souvent, si c'est des projets de l'AFD, ça va être aussi des projets avec un budget assez important, et vu que la subvention EASY n'est que de 4 000 € maximum, on arrive rarement à dépasser les 70% autorisés. Ah, d'accord, ok. Mais voilà, il faut le signaler et le mettre du coup dans le budget, en fait, dans les ressources. Ok, merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ça a l'air clair. Moi, j'avais une question, au moins pour tous ceux, j'en vois pas mal, là, celles et ceux qui ont déjà instruit des projets EASY. C'était en cours de discussion, en fait, c'est parce que c'est le cas après vous le verrez, pour ceux qui restent en tout cas sur le JSI, VVVSI, les instructeurs ont la possibilité de contacter les associations par mail pour leur poser des questions supplémentaires s'ils n'ont pas toutes les réponses, s'ils estiment ne pas avoir toutes les réponses, en tout cas dans le projet. Alors sur l'EASY, on ne l'avait pas autorisé parce qu'on pensait que ce n'était pas nécessaire parce que voilà, ça reste des petits projets, qu'on ne voulait pas compliquer la vie ni aux associations porteuses ni aux instructeurs, et qu'en plus, du coup, vu que c'est des comités régionaux, ça allait inclure le fait que certains instructeurs allaient le faire et d'autres non, et donc pas forcément, et que ce soit pas forcément équitable. Mais en fait, plusieurs fois, on a eu la question de la part d'instructeurs qui auraient souhaité vraiment contacter l'association pour avoir plus d'informations, parce que le dossier ne permettait pas d'avoir une vision réelle en fait du projet ou une bonne compréhension. Et donc voilà, donc c'est en cours de discussion et on aimerait savoir ce que vous en pensez. Oui, en fait, c'est pour certains dossiers, ça peut être vraiment nécessaire parce que bon, il y en a qui savent pas bien remplir les dossiers. C'est juste une question d'écriture et le projet peut être super. Donc des fois, il y a juste besoin de reclarifier certains points. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir un petit dialogue avec les porteurs de projet, quoi. Je ne sais pas ce qu'en pensent ceux qui ont déjà instruit. Mais... Oui, Mélanie. Un échange qu'on a eu déjà dans le cadre de la présentation de l'appel à manifestation d'intérêt au niveau d'Occitanie Coopération. Et c'est vrai que moi, ce qui me posait problème, c'est la non-équité, égalité de traitement des porteurs de projets. Donc, ce que j'avais retenu dans notre échange, c'était la possibilité peut-être que Occitanie Coopération, en tant que RRMA, puisse peut-être contacter pour avoir des infos complémentaires, mais que ce ne soit pas sur l'initiative des instructeurs, parce que ceux qui n'auront pas le temps ou qui ne prendront pas le temps de le faire, ça ne va pas nous permettre de garantir une égalité de traitement des porteurs de projets. C'est un peu... bon, c'est pas correct, je trouve. C'est mon avis personnel.
Ouais, c'était plutôt la réflexion qu'on avait, en tout cas au début. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, il y a une trentaine de personnes et c'est des acteurs très différents sur des territoires différents. Et donc forcément, déjà, c'est pour ça aussi qu'on continue la double instruction, mais voilà, tout le monde n'instruit pas de la même façon, tout le monde n'a pas le même temps aussi à y accorder. Donc voilà, et en même temps, il y a certaines associations qui ont plus de facilité à remplir des dossiers que d'autres. Et donc dans ces cas-là, ça pourrait être... Mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée, sinon que ça passe par les coordinations régionales. Il faut voir si c'est pas trop chronophage. Mais... Désolée Aurélie, je te donne plus de temps. Oui. Aurélie, qu'en penses-tu? Et les autres, je vois, il y a Anna, ou en tout cas... La question étant aujourd'hui, est-ce que on le fait ou pas? Parce que donc voilà, moi je prends l'exemple justement par rapport au directeur donc, de Mayotte. Comme cela a été souligné tout à l'heure, ça peut être justement difficile pour, en tout cas, nous, instructeurs, de, en tout cas, mieux comprendre, alors que ça pourrait être justement un très beau projet. Donc, est-ce qu'on peut se permettre justement de contacter l'association porteuse de projet pour en savoir davantage afin de pouvoir nous statuer sur le projet? Donc, voilà. Je pense qu'il faut impérativement que ça soit clair, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Tu peux... Du coup, moi, si je peux prendre la parole aussi, enfin, c'est possible. Bien sûr. Oui, donc Zora, du coup, moi, je me posais la question en termes d'objectivité, en fait, parce que c'est vrai que si on est en lien avec le porteur de projet et qu'effectivement, il nous explique le projet, que c'est un super beau projet, et qu'en même temps, voilà, moi, je me posais la question à savoir, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant, du coup, d'être en lien directement avec la structure coordinatrice ou même entre instructeurs, de pouvoir échanger en inter-réseau plutôt que, du coup, l'association, parce que c'est vrai qu'on peut perdre de l'objectivité si, effectivement, il y a un lien qui se crée ou de l'empathie ou je ne sais pas, parce qu'effectivement, on a ce côté professionnel, mais aussi un côté, du coup, humain et émotionnel qui peut faire que, du coup, même si, effectivement, le projet n'est pas éligible et que à travers tout ça, ça peut être aussi un beau projet. Je me dis, c'était la question que je me posais. Donc, plutôt entre instructeur et structure et la structure coordinatrice au niveau régional, plutôt que contacter, du coup, en direct l'association. Voilà. Je ne sais pas. C'était une question que je me posais. Je voulais partager avec vous. Oui, c'est intéressant, mais après, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais sur les EASY, il y a double instruction. Donc, il y a les instructeurs désignés par chaque coordinateur. Et ensuite, il y a un deuxième instructeur aussi qui relie tous les côtés. Donc, ça peut être nous, ça peut être aussi une autre structure experte. D'accord. Donc, quand on va faire le comité où on va discuter de la validation des projets, il y a les deux avis qui vont être discutés. D'accord. Donc, des fois, c'est ça aussi, oui, je pense que c'est important de le dire. Des fois, il y a des avis convergents et des fois, il y a des avis divergents. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir le débat. Mais après, c'est vrai que c'est entre instructeurs, il n'y a pas le porteur de projet. Mais après, l'idée que le dialogue passe par le coordinateur, ça peut être bien aussi. Ouais. Oui, en effet, je pense que c'est comme sur les dossiers JSI, si le dialogue peut rester par mail, par exemple, ça peut éviter ce manque de qualité. On entre peut-être moins dans les détails. Mais étant donné que les dossiers ne sont pas accompagnés par des structures marraines, parfois, effectivement, nous, on peut se retrouver avec des porteurs de projets dont c'est les premiers dossiers, avec parfois des bénévoles. Et donc, c'est vrai que la clarté peut ne pas être au rendez-vous. Donc, c'est vrai que ça pourrait être intéressant parfois de demander des compléments d'information. Et puis, effectivement, je rejoins Aurélie sur le fait que, étant donné qu'il y a plusieurs instructeurs, il faut quand même être vigilant à ce que chacun des instructeurs n'écrive pas au porteur de projet dans son coin. Enfin, bref, il faudrait effectivement se concerter dans tous les cas avant de proposer, de questionner le porteur de projet. Et du coup, je rebondis du coup par rapport au projet et aux primo-demandeurs. Est-ce que c'est un critère qu'on peut mettre en avant pour les primo-demandeurs, par exemple? Est-ce qu'il n'y aurait pas une pertinence pour les primo-demandeurs, du coup, d'être un peu plus souple ou pas, si les critères sont respectés? Oui, je pense que c'est dans la discussion justement lors du comité qu'on peut le souligner et qu'on peut avoir une certaine souplesse et, par rapport à ce que c'est une première demande et tout ça. Donc ça, c'est dans la discussion qu'on va avoir entre nous
lorsqu'on valide les projets. Mais oui, c'est un critère qui est important. Est-ce que le calendrier aussi est clair pour tout le monde, le calendrier des sessions EASY? Moi, je me posais aussi la question, parce que comme il a changé par rapport aux années précédentes. Ouais, c'est clair pour tout le monde. Personnellement, je ne sais pas si je l'ai reçu, le calendrier. Je suis un peu perdue, à vrai dire, hein, parce que moi, c'est la première fois que j'instruis des dossiers comme ça. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'ai, le calendrier. Vous pouvez le rappeler si vous voulez, si vous pouvez. Par exemple, ouais, je sais pas, Julie, si tu as un document qui montre je vais le partager, c'est sur le site. En fait, maintenant, on évite de les mettre sur les documents parce que c'est des dates qui changent tout le temps. Donc, la référence, c'est aller sur le site internet du FONJEP et après, sur les sites aussi des coordinations régionales, donc notamment tous les RRMA qui sont ici pour votre région. Et du coup, je vais le partager. Et j'avais mis le lien dans le Donc chat. là, par exemple, les dépôts des dossiers pour la session T1, c'était au 30 septembre. Et là, les comités de sélection les dossiers devront être validés, instruits et validés entre le 15 et le 30 novembre. Voilà, c'est ça. Oui, et pour les résultats. Voilà. Et ensuite, les résultats seront transmis et la période des projets, ça doit être à partir de réalisation dès le résultat jusqu'au 30 juin. Voilà. C'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. C'est ça, pour l'EASY, en fait, au début, on avait mis une période fixe et en fait, on essaie vraiment de rester souple par rapport à ce dispositif. Donc, grosso modo, c'est une période de 6 mois de réalisation. Mais voilà, c'est vraiment dès l'annonce du résultat en fait, que ça peut commencer. Et après, et donc c'est pendant 6 mois, donc jusqu'au 30 juin. Et ensuite, c'est des périodes vu qu'il y a 4 sessions de dépôt, mais pour des périodes de réalisation de 6 mois, c'est des périodes qui se chevauchent. Donc, ça permet aux porteurs de projets, là, on l'a vu par exemple sur cette session, qui ont loupé du coup la clôture de l'appel, de déposer là sur cette nouvelle session, parce que finalement, au niveau des dates, ça correspondait à la fois à la première session, donc au trimestre 1, comme au trimestre 2. Donc, voilà, ça c'est un nouveau calendrier avec ces nouvelles... c'est la première fois qu'il y a 4 sessions d'appel à projet par an pour l'EASY, et dans l'idée de permettre aux porteurs de projets de s'organiser un petit peu sur toute l'année et de pas avant il n'y avait qu'un seul appel au début, ensuite on a mis 2 et de pas louper. Ça permet un lissage, voilà, effectivement. Moi j'avais une question. Une autre question, je me posais la question notamment sur les porteurs de projets. Est-ce que sur l'accompagnement avant leur dépôt de dossier, est-ce qu'il y a une personne de contact qui les accompagne sur le montage du projet ou est-ce qu'ils sont livrés à eux-mêmes? Voilà, c'était la question. Une personne ressource, voilà. Aurélie, tu veux que je te laisse répondre? Non, oui, là, c'est le rôle des coordinateurs des dispositifs régionaux de les accompagner pour le moment. Donc, ils peuvent revenir vers les coordinateurs pour avoir plus d'infos avant le dépôt des dossiers, qu'on puisse regarder ça. Donc, c'est plutôt conseillé, oui. D'accord. Surtout pour des associations qui se lancent dans ce dispositif. Et juste, moi, si jamais vous avez l'occasion de donner des conseils à des associations qui veulent déposer ou si vous-même vous voulez déposer, je trouve que voilà, le planning d'activité est extrêmement important pour la lisibilité du projet. Et souvent, je trouve que ça fait toute la différence. Des fois, c'est pas grave si c'est mal écrit, etc., tant qu'il y a un planning d'activité qui est clair. Voilà, petit tips. Et en termes de budget, est-ce qu'effectivement, vous avez une certaine somme à allouer, donc 4 000 € par projet? Est-ce qu'il y a une souplesse, admettons, s'il y a des projets qui sont un peu, du coup, à la limite du coup,
de l'éligibilité, du coup, est-ce que du coup vous êtes un peu plus souple si l'enveloppe est restante, en fait, s'il reste des sous? Ou est-ce que non, et effectivement, c'est super catégorisé et que voilà, même s'il reste des sous, du coup, c'est transférable sur les subventions. Admettons qu'on arrive à la 4e date butoir à l'année et il vous reste une enveloppe financière, est-ce qu'il y a un peu plus de souplesse ou pas? Voilà, c'était… Alors, il faut que ça rentre dans les critères d'éligibilité, mais en sachant qu'en fait, c'est un dispositif qui est souple déjà. Ouais. Il y a peu de critères D'accord. d'éligibilité. Donc Ok. voilà. Et si en effet, après, il nous reste une enveloppe, là, on voit avec le ministère ce qu'on en fait, mais on n'ira pas, je pense, transgresser au niveau des critères d'éligibilité. D'accord, donc en fait, s'il répond aux critères, le dossier passe en fait, hein, c'est ça, même si le projet n'est pas très bien explicite. Il faut quand même c'est ça. qu'il soit Du coup, moi, comme éligible et qu'il y ait Ouais. un minimum, une certaine qualité. Par exemple, D'accord. je ne sais plus si c'était la dernière session ou l'avant-dernière session, parce qu'il faut savoir qu'après, il y a un comité national d'harmonisation, donc avec le ministère des Affaires étrangères qui est D'accord. le financeur. Et jusqu'à maintenant, par exemple, pour la dernière fois, il avait, même si on avait le budget, on avait placé une barre du coup à 60 au niveau de la notation. Donc, c'est-à-dire que tous les projets qui avaient obtenu une note en dessous de 60, une moyenne en tout cas des deux notes des deux instructions, n'ont pas obtenu la subvention. C'est 60 sur combien? Sur 100? Sur 100. Ah ouais, donc c'est quand même… Ouais, ok. Donc, faut quand même que du coup, faut que le dossier soit quand même très bien ficelé quand même, parce que je trouve que du coup, enfin, moi c'est mon avis personnel, c'est la première fois du coup que je vais être instructrice, donc du coup là je voulais comprendre aussi du coup le cheminement, le pilotage, les comités, et puis comment vous répartissez aussi du coup la gestion en fait du coup de ce financement, et c'est vrai que voilà, maintenant ça me paraît un peu plus clair, et voilà, donc ok. Effectivement, Merci. il faut que le dossier réponde aux objectifs qu'on a nommés, que j'ai nommés en début de webinaire. Il faut qu'il y ait une cohérence avec D'accord, cohérence. l'EXI, bien Ok. sûr. Ouais. D'accord. Donc, pour résumer, en fait, s'il répond aux critères d'éligibilité, s'il y a une pertinence ou une cohérence, du coup, le dossier passe, en fait, hein. Même s'il n'est pas très bien écrit, j'ai envie de dire. Voilà, il faut du coup arriver à déceler quand même cette pertinence, sachant qu'en tenant compte de l'évaluation aussi, hein, c'est bien ça, Mais et toute de façon, la pérennité du projet, c'est bien tout à ça. fait. Ouais. Et la grille va vous Ouais. aider, hein. La grille, Oui. elle est suffisamment détaillée pour chaque étape. Comme je vous l'ai dit, il y a la structure, Oui. on parle du projet, du public cible, l'évaluation. Tout ça, c'est clairement et ça va vous permettre de faire une instruction au plus juste. Enfin, du moins, on l'espère. D'accord. Mais oui, c'est pour ça que du coup, mon questionnement, c'est ça. Donc, du coup, être vraiment être juste, en fait, et ne pas, du coup, en fonction Oui, je pense que c'est quand même important, du coup, c'est pour chaque pas, en instructeur, effet, du coup. je me permets de vous couper, c'est pas en fonction de la qualité de l'écriture. En effet, après, on demande aux instructeurs d'être tolérants à ce niveau-là et juste d'essayer d'interpréter la qualité du projet D'accord. avant tout. Et c'est aussi pour ça que c'est là où on voit vraiment toute la plus-value de comités régionaux avec des acteurs du territoire qui aussi souvent connaissent les porteurs de projets et peuvent en parallèle dire ok, c'est peut-être pas bien exprimé, mais en fait ils font des super projets avec les jeunes ou dans leur quartier, peu importe. Voilà. D'accord. Donc tout ça cumulé avec la double instruction, les coordinations régionales, etc. Ça fait qu'on arrive, je pense, à quelque chose de plutôt juste. D'accord. Si je peux compléter, juste sur la position aussi des coordinateurs régionaux, c'est d'éviter aussi les conflits d'intérêts entre, justement, par la connaissance qu'on a des acteurs du territoire, de voir de ne pas donner à instruire des dossiers d'une asso qui se connaissent bien aussi, qui ait une certaine neutralité entre l'instructeur et le porteur de projet. Donc ça, voilà, le fait de connaître un peu les acteurs, alors on ne connaît pas tout le monde. Et justement, des fois, on demande aux porteurs de projet d'être assez honnêtes, aux instructeurs, pardon, d'être honnêtes et de nous dire, si vous le connaissez bien, je le donne à quelqu'un d'autre. Très bien. Ça, c'est important. Je crois que c'est important de souligner ça aussi, du coup, parce que effectivement, ce conflit d'intérêts peut avoir, donc
ça peut aussi se présenter. Du coup, pour avoir été, voilà, pour avoir instruit d'autres dossiers dans le cadre du CES aussi, voilà, je sais un peu comment ça se passe et, voilà, et que parfois, c'est pas forcément aussi fluide en fait, hein. Même si effectivement tout est clair, il y a le but, tout est inscrit, tout est écrit, etc. Mais quand même, ça reste, enfin, c'est de la théorie du coup enfin, en tout cas moi je parle à titre vraiment très personnel, étant donné comme c'est une première fois, voilà, c'est d'inscrire le plus justement possible. Et là vraiment ça n'engage que moi et je parle voilà, de moi vraiment à titre, du coup c'est vraiment à titre personnel. Voilà. On va peut-être prendre une dernière question s'il y en a, et sinon s'arrêter, parce qu'il est déjà 35 et normalement à 30 on commence la présentation de l'instruction JSI, VVBSI, qui est très costaud. Donc est-ce que quelqu'un souhaite partager une question ou une réflexion? Si ça vous va, on va peut-être enchaîner. Je sais pas, Aurélie, Claire, vous en pensez quoi? On fait une petite pause. Ouais. Il y a un message. Ok, bah, tous ceux qui... Je sais pas si tout le monde était là aussi pour la présentation JSI VVSI, sinon on vous laisse partir. Je vais admettre des personnes dans la salle d'attente. On fait une petite pause de 2 minutes ou 2 minutes, jusqu'à 37. Très, très rapide. Ok, je pense qu'on va reprendre. Donc, excusez-nous hein, d'avance pour le retard. Je ne suis pas sûre qu'on réussisse à terminer à 12h30 pile. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, puisque donc juste avant, on était sur la formation à l'instruction de Lizzie. Et juste, donc voilà, c'est assez court, donc je préfère prévenir que là, ça va être une formation assez succincte, à savoir que les dispositifs JSI, VVVSI, il y a beaucoup de critères d'éligibilité, de valorisation, donc n'hésitez pas là à poser en tout cas vos questions dans le temps qu'on aura, et ensuite à
à revenir vers nous et à revenir aussi vers vos coordinateurs régionaux pour si pendant votre instruction, vous avez de nouvelles questions. Voilà. Donc, je vais enchaîner. Ensuite, je laisserai la parole à Aurélie d'Occitanie Coopération qui vous montrera comment elle procède quand elle instruit des projets JSI, VVVSI. Donc, je vais partager mon écran. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez bien le processus d'instruction là? Oui, ok. Super. Donc, je vais rapidement revenir sur le processus d'instruction. Donc, à savoir qu'il y a 4 sessions de dépôt par an, comme sur l'ISI. Donc, c'est les mêmes périodes de dépôt qui correspondent donc à 4 trimestres, où l'association va sur la plateforme du FONJEP, dépose son projet, qui est ensuite donc validé par leur association marraine. Donc, je ne vais pas revenir sur la présentation des dispositifs. Là, on va directement sur l'instruction. Donc, les associations porteuses sont accompagnées par des associations marraines. Donc, c'est l'association marraine qui valide le projet sur la plateforme. Et une fois donc qu'il est validé et soumis et que la période de dépôt se clôture, donc nous, on arrive et on vérifie l'éligibilité des dossiers et s'il y a bien toutes les pièces, en tout cas, qui sont demandées, qui sont dans les dossiers. Et ensuite, donc, on transmet pour l'instant aux coordinateurs régionaux les projets qui ont été soumis pour qu'ils affectent ces projets aux instructeurs qu'ils ont réussi à mobiliser. Et ensuite, donc, là, pour l'instant, je ne m'arrête pas trop dessus parce que c'est encore en cours de construction au niveau de la plateforme. Mais en tout cas, voilà, c'est affecté par les coordinations régionales. Ensuite, vous recevez un mail automatique de la plateforme qui vous donne accès au dossier et à la partie instruction sur la plateforme directement. Donc ensuite, vous instruisez le projet. On essaie de laisser environ 1 mois au moins pour l'instruction du projet, parce que c'est plutôt des gros dossiers. Pendant ce mois-là, vous avez l'autorisation de contacter l'association porteuse du projet uniquement par mail pour justement garder une certaine distance entre les porteurs de projet et vous. Donc, vous pouvez leur poser des questions et aussi faire quelques recommandations à caractère pédagogique. Et ensuite, nous, on rend l'accès au dossier à l'association porteuse, donc avant le passage en jury. Donc, ils ont 3 jours ouvrés pour pouvoir rajouter des éléments de réponse ou faire certaines modifications. Notamment, des fois, c'est aussi au niveau du budget, parce qu'il n'y a pas eu toutes les dépenses qui étaient encore très claires, vu que tout ça, c'est sur une préparation d'une longue période. Voilà, donc ils ont l'occasion et l'opportunité de modifier tout ça pour ensuite arriver en jury. Donc c'est un jury oral, où donc c'est les jeunes qui sont coporteurs qui co-construisent le projet, qui viennent présenter leur projet devant donc un jury composé du coordinateur ou la coordinatrice régionale, du FONJEP, parfois du ministère des Affaires étrangères aussi. Donc ça, ce sera surtout sur les projets qui se déroulent pendant l'été, le trimestre 3, et du coup de la personne qui instruit le dossier. Et parfois aussi donc d'autres acteurs associatifs ou autres d'ailleurs de la région. Et donc c'est à l'issue de ce jury qu'on fait le comité régional, qui est souvent donc en même temps que le comité ISI, et où donc à l'issue de ce jury-là qu'on décide de l'attribution ou non de la subvention. Voilà. Donc, au niveau du processus, je m'arrête là. Et donc ensuite, je vais revenir sur le rôle en fait de l'instructeur. Alors excusez-moi, j'ouvre mes documents. Donc, le rôle de l'instructeur, c'est analyser et évaluer la qualité du dossier écrit.
Donc, il a la possibilité, comme j'ai dit, de poser des questions uniquement par mail pour garder donc une distance critique. Il cherche à évaluer la qualité technique du projet. Donc, c'est évaluer la qualité du projet et de son impact local, évaluation des besoins, pertinence des activités, impact aussi sur les bénéficiaires, pérennisation aussi du projet, évaluer sa faisabilité, donc le programme est-il réaliste, est-ce que le budget est solide, donc au niveau des devis, des recettes suffisantes. Aurélie reviendra aussi un petit peu sur le budget. Le matériel et les ressources RH sont-elles suffisantes également? L'instructeur s'assure des conditions de vie des jeunes sur place, ainsi que de leur sécurité. Donc vaccin, fil d'Ariane, ça c'est des choses aussi qu'on rappelle pendant le jury à l'oral. Contexte national et local. Il comprend et évalue la démarche globale de l'association, notamment sa posture vis-à-vis de la solidarité internationale. Il évalue la qualité du partenariat réalisé avec l'association locale. Oui, parce qu'il n'y a pas de partage d'écran pour l'instant. C'est un doc là pour l'instant. Après, je vous enverrai un document qui regroupe tout et après, je vous partagerai les... Je réponds à une question dans le chat, excusez-moi. Et après, je vous enverrai... Là, je vais partager après les critères. Mais là, en tout cas, pour ça, je n'avais pas de doc à partager. Donc, il s'assure des conditions de vie des jeunes sur place, de leur sécurité. Donc, voilà. Il évalue la qualité du partenariat réalisé avec l'association locale et l'implication de cette dernière. Il évalue la qualité des restitutions. Est-ce qu'elles sont assez ambitieuses? Ont-elles une visée pédagogique ou d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale? Et au-delà de la démarche évaluative, l'instructeur peut adopter une approche pédagogique, mais qui doit demeurer limitée, donc afin d'éviter toute attache affective et garder une position de neutralité. C'est pourquoi les échanges sont limités aux emails, je le rappelle. Et enfin, l'instructeur peut formuler des recommandations à 2 reprises seulement et par email à la fin de sa préinstruction. Ah oui, non, pardon, excusez-moi, c'est parce que c'est pas à jour. En fait, on a modifié le processus. Bon, en tout cas, voilà, il peut adresser des recommandations et des questions par mail. Donc ça, c'est au niveau de son rôle. Et donc maintenant, je vais vous partager les critères que je vais lire. Et je vous invite en fait à me poser des questions au fur et à mesure dès que ça vous interpelle. Donc, ouais, vous voyez bien le doc critères? Oui, ok. Alors, donc, premier critère, la demande de subvention est réalisée par une association française de loi 1901. Le deuxième, donc le projet est accompagné par une structure marraine habilitée à parrainer des projets JSI, VVBSI. Et troisième critère, le projet se réalise en France ou au sein d'un pays éligible à l'aide publique au développement. Alors, à savoir que pour ces 3 critères, ils sont automatiquement en fait vérifiés via la plateforme au moment du dépôt, puisque ils s'enregistrent en tant qu'association et il faut qu'ils déposent les documents comme la déclaration officielle à la préfecture, etc. Et ensuite, pareil, donc les associations marraines sont enregistrées également sur la plateforme. Donc voilà, donc ces 3 critères et les pays aussi sont restreints à ceux qui sont éligibles. Donc là-dessus, normalement, il n'y a pas de problème. Et ensuite, donc tout ça, c'est à vous de le vérifier. Le projet se réalise en partenariat avec un groupe de jeunes et un partenaire membre de la société civile locale situé au sein d'un pays partenaire. Juste une petite chose, n'hésitez pas justement à aller voir sur Internet si vous pouvez avoir des informations sur la structure locale. On a eu la mésaventure sur un précédent jury de savoir qu'en fait la structure locale était en fait avait un lien avec une institut française, donc voilà, ça a rendu tout de suite le projet inéligible. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner aussi bien sur la structure portée que la structure locale, voilà, de vous renseigner, de prendre des renseignements sur Internet, bien sûr. Oui, mais à savoir, après Claire, corrige-moi si je me trompe. Alors, il faut savoir que c'était une collègue à nous qui est partie, qui était en charge des dispositifs JSI, BBVSI, qui était vraiment la
la pro à ce niveau-là. Mais moi, j'avais noté que si c'est l'association partenaire, si ça correspond à une antenne d'une association qui est aussi située en France, c'est possible. Oui. C'est possible, mais il Voilà. faut par contre vérifier de son ancrage en fait local. Donc, c'est-à-dire avec des personnes qui travaillent sur place. Je vois, c'est pas Mayotte qui voulait C'est réagir. ça, justement, là, vous venez de clarifier, parce que bon, des fois, il y a l'association, bien sûr, nationale a une antenne, donc voilà, dans le pays, justement, partenaire. Donc, est-ce que c'est éligible ou pas? Donc, bon, vous avez apporté la réponse. Ouais. Ok. Mais moi, dans le cas que je présentais, c'était simplement institut de l'État, hein. Donc voilà, en fait, là, ça a rendu vraiment le projet pas possible. Je continue. Donc, les groupes français et partenaires sont composés entre 4 et 16 jeunes âgés de 15 à 25 ans. Alors, la liste des jeunes locaux est obligatoire pour tout dépôt de dossier, parce que donc, c'est bien des projets d'échange de jeunes. Après, vous verrez lors de l'instruction que la liste n'est pas toujours déposée ou n'est pas toujours complète et qu'elle arrive après. Ça arrive. Voilà, on reste assez tolérant à ce niveau-là, mais en tout cas, au moment du jury, il faut qu'il l'ait, parce que de toute façon, il faut que les jeunes locaux soient identifiés, il faut qu'ils aient déjà échangé entre eux, etc. Les deux groupes de jeunes ont déjà noué le dialogue dans le cadre de la co-construction de leur projet avant la sélection du dossier par le FONJEP et ses partenaires, donc dans l'idéal. Maximum 20% des jeunes par groupe peuvent déjà avoir participé à un projet JSI VVVSI dans le passé. Le projet a une durée de minimum 15 jours, dont 10 jours minimum consacrés à l'action de solidarité. Donc, oui, le projet... La demande de subvention ne peut excéder 8 500 € et 10 000 € pour les associations situées dans les territoires ultramarins et la Corse et ne peut pas représenter plus de 50% du budget total du projet. Le projet concerne une action interculturelle de solidarité internationale éligible dans le cadre du JSI, VVVSI. Le projet intègre obligatoirement des temps d'échange et de découverte interculturelle en dehors de l'action de solidarité internationale choisie. Donc, de toute façon, ils doivent dans le dossier présenter un planning d'activité aussi, donc c'est souvent à ce niveau-là qu'on le voit. Mais c'est soirée, débat, visite, jeux permettant d'échanger sur une thématique ou la culture des uns et des autres. Et on aime bien avoir un petit peu des détails à ce niveau-là. Souvent, en jury aussi, on interroge les jeunes là-dessus. Parce que voilà, ils vont en général, des fois, on va trouver soirée, débat, mais pour voir un petit peu s'ils ont réfléchi à ce qu'ils comptent faire, s'ils en ont déjà parlé avec les jeunes avec qui ils vont faire le projet. Voilà. J'en étais où? Ah oui, la participation à une formation au départ et l'interculturalité sur le groupe de jeunes concernés par un départ à l'étranger. Pour les projets en réciprocité, les jeunes partenaires sont donc concernés aussi. Et donc, la formation au départ est obligatoire. Alors, elle se fait souvent par l'association marraine ou par une structure externe, mais pas en tout cas par l'association porteuse directement. Idéalement, sauf dans des cas spécifiques, par exemple, je pense à Scouts et Guides de France, où du coup, c'est des groupes de jeunes scouts et ils bénéficient d'une formation au départ par l'association Scouts et Guides de France, mais parce que voilà, c'est pas les mêmes personnes qui portent le projet et qui feront la formation au départ. Mais dans l'idéal, il vaut mieux que ce soit en tout cas deux associations différentes. Le dossier de candidature et l'ensemble des pièces justificatives obligatoires et listées au sein du dossier d'information ont été remis lors du dépôt de la demande de subvention. Donc, après, c'est nous qui le vérifions, mais vous pouvez aussi le vérifier. La participation de minimum 3 jeunes du groupe au jury régional est obligatoire et une action de restitution est prévue et devra obligatoirement avoir lieu avant le rendu du bilan. Donc, ils ont 3 mois pour rendre leur bilan après retour de leur projet. Et on leur demande, même s'ils en ont prévu d'autres, en tout cas qu'il y en a au moins une qui a été réalisée dans le cadre du bilan. Jusqu'ici, tout va bien? Moi, j'avais une question. Je suis désolée, il y a peut-être un peu de bruit derrière moi. J'avais une question par rapport aux 10 jours qui doivent être consacrés à la solidarité internationale sur les 15, c'est ça? Oui. Et donc, je me demandais, par exemple, si le projet, c'est de faire un échange sur la danse et de mettre en place une chorégraphie sur place,
Donc, il faut qu'il y ait 10 jours pleins sur la danse et la chorégraphie. Et les 5 jours restants, ça peut être des temps d'échange sur la culture, des veillées, etc. Ou, enfin, j'ai un peu du mal à voir, à différencier les deux différents temps. Aurélie, tu veux répondre? Non, les temps interculturels sont compris dans les 10 jours. Donc, si en fait l'action, c'est la création artistique à travers la danse et la création d'une chorégraphie, ça peut se faire sur des demi-journées. Ils vont travailler la danse, la choré sur des demi-journées, et l'autre demi-journée, ils vont plus faire des jeux d'interconnaissance ou des sorties ou des choses comme ça. Après, c'est à vous de voir c'est au porteur de projet de voir comment il veut équilibrer son emploi du temps, mais dans les 10 jours, c'est et les actions interculturelles et les actions autour de la danse, par exemple. Les 5 jours restants, on compte l'arrivée, parce que voilà, il y a le temps de voyage, arrivée, départ. Quand on arrive, des fois, on n'est pas forcément sur place, donc il y a encore des trajets, on arrive à la capitale, il y a encore des trajets à faire, il faut le temps de s'installer. Donc, c'est ces jours-là qui sont un peu en logistique et en préparation, en arrivant et au départ, qui ne sont pas comptés dans le temps du projet entre les deux groupes. Voilà. Ok, merci, c'est plus clair. Et après aussi, s'il y a le projet, il peut par exemple être sur un mois. Enfin, on a par exemple des exemples de scouts qui partent pendant un mois. Ils vont faire un projet pendant 10 jours avec un autre groupe dans un pays, puis les autres 15 derniers jours, ils vont aller se balader dans le pays. Donc ça, voilà, ce n'est pas compté dans le projet JSI, mais c'est possible, mais on ne le compte pas. Enfin, toutes les dépenses qu'ils auront sur ces 15 derniers jours où ils vont se balader, ce n'est pas compté dans le cadre du projet. Mais il faut qu'il y ait quand même ces 10 jours où ils restent avec l'autre groupe de jeunes. Merci beaucoup. Il y a une question, est-ce qu'il y a un maximum? Il y a 10 jours, donc minimum, mais est-ce que le maximum, il n'y a pas de maximum de fixé? Ah non, je ne crois pas. Non. C'était 6 mois. Ben... Après, la subvention est de 1 500 €, donc voilà, faut qu'il trouve des financements ailleurs si le budget doit durer 6 mois. Il y a au moins une limite budgétaire. Et oui, on nous a demandé pour le document, oui, en fait, on vous enverra un document récapitulatif, mais d'ailleurs, je suis en train de penser, vu qu'il n'y a pas eu d'inscription, je pense qu'on l'enverra du coup aux coordinateurs régionaux qui partageront un document récap avec les critères, le rôle de l'instructeur, en différenciation aussi avec le rôle du jury. Voilà. Juste aussi peut-être un petit conseil pratique, c'est des dossiers quand même qui sont plutôt conséquents. C'est des instructions qui vont vous prendre à peu près 1 heure, 1 heure et demie par dossier. Aurélie, non, je vois plus. Plus. Oui. Donc pour les experts, 1 heure et demie, pour les débutants, un peu plus, c'est ça? Oui. Ouais, enfin, c'est important de rappeler, c'est des dossiers qui sont minimum autour de 20 pages, 20, 25 pages, voire plus, selon comment rédige le porteur de projet. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de lire le projet dans son entièreté au départ. Alors, une première est de lire toutes les pages parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui vont se répéter ou qui vont être dites pas dans les bonnes parties. Donc, des fois, on va dire, il manque cette info, on ne l'a pas, mais en fait, on va la retrouver dans d'autres... parce que des fois, il y a des questions qui sont un peu redondantes, voilà, donc c'est un dossier qui n'est vraiment pas facile à rédiger. Donc, voilà, des fois, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Donc, le conseil, c'est vraiment de lire tout en entier pour voir et ensuite revenir partie par partie. Voilà, un petit truc. Je sais qu'il y a des instructeurs qui aiment bien commencer par les lettres de motivation qui se trouvent dans le dossier. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça peut être une piste voilà, pour vous aider, mais bon, c'est une idée. Parce qu'en effet, on demande des lettres de motivation aux jeunes qui sont insérés au dossier. Autre question là, de Christy. Sur est-ce que les associations doivent obligatoirement avoir un ou des cofinancements? Ah oui. En soi, oui, dans le sens où la subvention ne peut représenter que 50% maximum du budget total.
Donc, il faut qu'ils trouvent des cofinancements ailleurs. Et dans les cofinancements, il y a l'implication des jeunes dans le projet. Donc, en fait, ce qui est vraiment encouragé et mis en valeur quand on instruit le projet, qu'on doit mettre en valeur, c'est l'implication des jeunes. Et donc, si les jeunes font des actions, peuvent en tout cas faire des actions qui vont participer au financement du projet. Donc, ça, c'est que ce soit des vides-greniers, des ventes de gâteaux, tout ça. Donc, ils peuvent récolter une somme qui va servir au cofinancement. Après, ça peut être aussi un apport de l'association porteuse. Et après, il y a d'autres cofinancements qui peuvent être cherchés par leur collectivité, ou d'autres fondations ou des choses privées. Il y a aussi le partenaire ce qu'il amène. Par exemple, si le partenaire à l'international octroie le logement gratuitement, ça compte dans la valorisation et ça rentre aussi dans le cofinancement. Ok, je vais peut-être continuer sur les critères cette fois de valorisation et non d'éligibilité. Alors, qui sont donc bien à considérer lorsque vous instruisez votre dossier. Donc le premier, c'est, excusez-moi, je zoome. Les jeunes sont partie prenante de la construction du projet, ils se mobilisent selon leur niveau d'autonomie et d'implication possible pour bâtir les activités avec leur binôme partenaire et garantir la faisabilité technique et financière du projet. Alors ça, bien sûr, c'est à adapter de manière subjective forcément, mais on le fait aussi dans le cadre du jury en fonction de l'âge des jeunes, de leur profil. Voilà. Le projet est co-construit sur plusieurs mois en partenariat avec les jeunes partenaires et l'association locale qui les accompagne. Une réelle dynamique partenariale est mise en place et permet d'aboutir à un projet fondé sur des principes de réciprocité et d'échange. Un regard tout particulier sera accordé aux liens noués entre les groupes de jeunes avant la réalisation de l'action, ainsi qu'à la participation humaine et ou matérielle et ou financière du partenaire local. Au niveau des échanges de jeunes, ça, on en profite souvent pour les interroger là-dessus pendant le jury. Où du coup, ils nous répondent en plus de manière plus spontanée. Ils nous disent que oui, là, ils ont un groupe WhatsApp, que je sais pas, ils ont déjà parlé de football. Ensuite, l'échange interculturel est l'objectif principal du projet. Tout est mis en œuvre pour favoriser la rencontre et l'échange de culture entre les jeunes. Tous les éléments permettant de garantir une bonne dynamique de groupe et une réelle inclusivité sont pris en considération. Donc, écart d'âge, genre, écart du nombre de jeunes entre les deux groupes, discrimination, etc. Ça, oui, c'est vrai que c'est bien regardé par les instructeurs. Par exemple, si d'un côté, on a un groupe de jeunes de 16 ans et de l'autre, ils ont tous entre 24 et 25 ans, ça peut poser problème. Et pareil, ça, c'est des questions qu'on va aussi poser en jury si ce n'a pas déjà été posé par mail, du coup, pendant l'instruction. Le projet se fonde sur un besoin local réel identifié avec le partenaire et en accord avec les autorités locales. Le projet est pensé au bénéfice des populations locales sur le long terme. La pérennité de l'action est réfléchie bien en amont lors de la co-construction du projet. Oui, je vois qu'il y a une main levée. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Oui, c'est Christy d'Infojeunes. Je n'osais pas couper, mais par rapport à la dynamique de groupe, si on voit qu'il y a des écarts, comme c'est précisé, d'âge, de genre, etc., on en fait part via les recommandations aux porteurs de projet ou c'est au jury où ça va, pendant le jury où ça va être recommandé de faire attention à ça? J'ai pas trop... Ça peut être les deux, parce qu'en fait, au niveau de la temporalité, ça a été modifié depuis qu'on fait des comités régionaux avec des coordinations régionales. Mais tout ça pour dire que non, là, idéalement, il vaut mieux que vous le fassiez. Si vous le remarquez et que ça, en effet, ça vous pose question, en tant qu'instructeur, faites-le remarquer directement dans vos questions et vos recommandations par mail. D'accord. Et ils auront l'occasion après d'y répondre et par écrit et pendant le jury. Parce qu'il faut qu'ils aient le temps en fait, de rééquilibrer le groupe, on va dire. S'il y a déjà eu des échanges entre ces jeunes, il faut que, faut que ce soit rééquilibré, mais ne pas perdre les jeunes avec lesquels il y a déjà eu des contacts. C'est ça. Idéalement, il faut que ce soit rééquilibré ou en tout cas qu'ils réussissent à justifier
du fait que finalement, c'est OK, il y a un écart d'âge, mais ça pose pas de problème. D'accord. Ok, merci. J'en étais où? Je ne sais plus. Claire, tu... T'en es pas sur Les enjeux de la projet se fonde solidarité. sur un besoin local. Celui-là, je l'ai dit, le projet se fonde, je ne me souvenais plus justement. Non, tu l'as pas dit. Ah. Je vois Mélanie qui fait une tête. On était sur l'écart d'âge. OK. Bon, je reprends à partir du projet se fonde, tant pis. En plus, c'est un critère qui est très important, je trouve, donc ça ne mange pas de pain de le rappeler. Donc, le projet se fonde sur un besoin local réel identifié avec le partenaire et en accord avec les autorités locales. Le projet est pensé au bénéfice des populations locales sur le long terme et la pérennité de l'action est réfléchie bien en amont lors de la co-construction du projet. Donc, d'où l'importance aussi de l'implication du partenaire local et des jeunes. Les enjeux de la solidarité internationale, tels que ceux des enjeux globaux du volontourisme, des inégalités mondiales, des relations nord-sud, du rapport aux dons, du changement climatique, etc., sont abordés avec les jeunes afin qu'ils puissent adopter un regard critique sur leur action et afin de garantir un projet responsable et de qualité. Un œil attentif sera accordé à la posture et au positionnement adoptés par le groupe projet dans le cadre de leur projet de solidarité internationale. Est-ce que c'est clair? Ouais, moi, si je peux appuyer ce point, c'est vrai que des fois, on peut avoir des dossiers d'étudiants infirmiers ou d'étudiants qui ont dans des spécialisations médicales qui veulent faire des projets JSI et qui sont dans une posture, on va apporter notre savoir, nos connaissances et des fois du matériel. Et donc, il y a moins de relations équilibrées, de partage voilà, dans ce genre de projet. Donc là, il faut vraiment être vigilant pour que leur projet ne soit pas, on vient voilà, faire des kits d'hygiène ou je ne sais pas. On est là vraiment pour avoir un temps de partage et d'échange sur un sujet commun. Donc après, le sujet peut être la santé, mais il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait des échanges vraiment construits entre les deux groupes. Et donc, c'est là où il faut être assez vigilant sur certains types de projets. Ouais. Oui, merci beaucoup. Ensuite, donc le projet en concertation avec les partenaires garantit un cadre de vie sécurisant aux jeunes. Donc ça, on l'a vu aussi dans le rôle de l'instruction, de bien vérifier ces éléments-là. Donc hébergement, repas, etc. Le budget est solide et s'appuie sur une évaluation des coûts réels et sur des devis fournis au FONGEP lors du dépôt de la demande de subvention. À savoir aussi que lors du bilan, on leur demande de justifier de minimum 50% des dépenses avec des factures. Les actions de restitution permettent de valoriser l'expérience de mobilité vécue afin d'inciter d'autres jeunes, idéalement peu sensibilisés à ces questions, à sauter le pas. Elles sont pensées comme s'inscrivant dans des dynamiques territoriales d'EXI et dans un parcours d'engagement. La réalisation d'une action de restitution au sein du pays partenaire sera valorisée. Le projet est évalué de manière à la fois ambitieuse et réaliste. Son inscription dans les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 fait l'objet d'une attention particulière. Et enfin, le projet propose aux jeunes, français et partenaires, un réel temps de bilan valorisant avant tout l'expérience personnelle et collective vécue, ainsi que le chemin parcouru. L'association porteuse, en lien avec son parrain, est en mesure de pouvoir conseiller les jeunes sur la poursuite de leur engagement citoyen. Donc à ce niveau-là, est-ce que vous avez des questions? Pour répondre à Juliette de la Ligue de l'enseignement, non, c'est... Ah, j'ai un doute en fait. Il me semble que c'est 50% de la subvention. Aurélie, est-ce que tu sais y répondre ou pas, ou Claire?
Oui, je pense que c'est 50% de la subvention FONGEP. Il me semble aussi. Oui, c'est-à-dire qu'un projet, s'il a un total, il faut qu'il ait minimum un total de 17 000 €. Voilà. Minimum. Pour que ça fasse 50%, 8 500. S'il demande la subvention de 8 500 €. Mais en général, les projets font beaucoup plus que ça. Voilà. Alors. Simplement, moi, j'ai mis sur le chat là un lien. En fait, c'est le dossier d'information pour les porteurs de projets. Mais vous, en tant qu'instructeur aussi, ça peut vous aider. Donc, notamment, il y a des pages sur le volontourisme, le don. Ça peut vous aider. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site récupérer ça voilà, au besoin. Oui, moi, j'allais le dire, je conseille fortement de savoir un peu par cœur ce dossier avant de se lancer dans l'instruction, puisque ça va aider vraiment à connaître tous les critères et les travers voilà, sur lesquels il faut être vigilant. Donc, notamment le don de matériel, le volontourisme, comme tu disais. Donc, voilà. Et que l'association n'ait pas une vision misérabiliste de la solidarité internationale. Donc, tout ça c'est important de bien savoir. Et après, aussi des critères beaucoup plus précis comme le nombre d'accompagnants autorisés par gros nombre de jeunes, par exemple. Voilà, à force de les lire, je connais un peu de tête, mais s'il y a 8 jeunes, on a le droit à un seul accompagnant voilà, qui va être financé dans le cadre du projet. Après, il peut y en avoir plus, mais ils ne seront pas financés dans le cadre de ce projet. Si le groupe est de 16 jeunes, il peut y avoir 2 accompagnants. Par contre, pour un projet VVVSI, donc les VVVSI qui est un public plutôt quartier politique de la ville ou public éloigné, zone rurale, etc. Donc là, il y a 2 accompagnants qui peuvent être financés. Voilà. Donc ça, c'est des subtilités qu'il faut savoir quand on regarde le budget, le dossier, et qu'on va retrouver dans le dossier qu'a transmis Claire. Et pareil, une précision par rapport aux accompagnants. Est-ce qu'il y a des critères sur, je ne sais pas, les compétences, l'expérience de ces accompagnants ou c'est par rapport au programme de l'échange qu'on peut voir que c'est, comment dire, bon, équilibré, encore une fois, sur les activités. Je ne sais pas si c'était clair. Moi, je n'ai pas entendu. Ah, est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Oui. Par rapport aux accompagnants, est-ce qu'il y a des critères? Il faut qu'ils aient des compétences spécifiques ou c'est via le programme de l'échange qu'on voit qu'il y a une diversité dans les activités et du coup probablement dans les compétences? On demande quand même à ce que les accompagnants, enfin, c'est vérifié dans le critère, dans la grille et aussi sur la plateforme. Il faut qu'ils mettent leur expérience donc dans l'animation, dans l'accompagnement du groupe de jeunes. Non, il faut quand même que, enfin, ça c'est vérifié. L'accompagnant, précis, il peut y avoir, dans le cadre il peut y avoir 2 accompagnants et un qui n'a pas d'expérience, mais il faut que l'autre en ait quand même, quoi. Donc, et ça, c'est vérifié via la plateforme, c'est pas de notre ressort. Dans la plateforme, on demande d'identifier les participants et les accompagnants, leur âge et leur diplôme s'ils en ont. Et dans la grille d'évaluation que je vais vous montrer, c'est indiqué aussi, c'est un des critères. On demande si les accompagnants ont de l'expérience. OK. C'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas des critères spécifiques, mais c'est regarder et évaluer qualitativement. Et juste, je réponds à Marion du coup sur quelle est la différence entre JSI et VVVSI. Donc, ce sont 2 dispositifs différents ou bien c'est le public cible qui est différent. En soi, ce sont 2 dispositifs différents, même s'ils sont
très similaires. Et en fait, c'est voilà, l'enveloppe budgétaire qui est attribuée donc, par dispositif, et c'est la même. Les critères sont les mêmes et c'est juste que c'est le public qui diffère. Et d'ailleurs, c'est aussi en discussion, pourquoi pas, de les fusionner, à voir, mais tout en gardant en tout cas au niveau de l'instruction et l'évaluation aussi pendant le jury, de cette différenciation en tout cas en fonction du public. On demande aux personnes qui instruisent de s'adapter. Et donc du coup c'est au niveau du public et c'est VVVSI, c'est plutôt donc public issu des quartiers prioritaires de la ville ou public dit éloigné de la mobilité et de la solidarité internationale. Après, Julie, il y avait aussi une différence dans l'enveloppe attribuée par le ministère. Je sais qu'il y avait une différence entre une enveloppe pour les JSI, il y avait une enveloppe pour les VVSI qui était distincte. Oui, l'enveloppe budgétaire est distincte, mais en soi, après, c'est le même chiffre. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir beaucoup plus de budget pour les VVVSI. Enfin, même pas des fois, c'est toujours. Oui, parce qu'il y en a moins déposés. Il y en a moins déposés et du coup, ils ont davantage, ils peuvent être financés plus facilement, on va dire, s'ils sont bien écrits, s'ils sont bien faits, bien pensés, par exemple, s'il y a beaucoup de JSI, fut un temps où il y a eu beaucoup de projets JSI déposés et on devait faire une sélection par rapport à l'enveloppe globale, ceux qui étaient un peu mitigés dans la notation. On se disait, est-ce qu'on a assez d'enveloppe de budget pour les financer? Et les VSI, ce n'était jamais le cas puisqu'il n'y en avait pas assez. Est-ce qu'on passe, Aurélie, à la présentation de la plateforme ou juste dire un petit mot sur les jurys? Je ne sais pas si on a le temps. Oui, bon. Après, je voulais dire, donc moi, parce que j'ai participé en fait au comité national, donc c'est pour ça que j'ai l'habitude, mais il n'y a pas que moi. Je veux dire, il y avait aussi Oriane d'Engagé Déterminé, qui a aussi beaucoup d'expérience et qui a participé au comité national. Voilà, donc si Oriane, je ne sais pas si elle est là, mais si elle veut aussi témoigner, apporter son éclairage et son expérience. Et il y avait Tilop aussi, mais je ne sais pas s'il est parti, qui a été aussi souvent sur les comités nationaux et qui a aussi l'expérience. Et après, oui, sur les jurys oraux, ce qui est important, il y a plusieurs choses en fait, c'est que quand on se lance dans l'instruction, je trouve que c'est aussi bien d'avoir un peu de l'expérience, soit en tant que porteur de projet, ce n'est pas forcément le cas, mais ça peut être un plus. Si on a déjà mené nous-mêmes au sein de notre structure un projet JSI, on peut les instruire facilement parce qu'on sait comment ça se passe. Il y a aussi la possibilité d'être parrain, marraine des projets, donc ça c'est aussi un plus avant d'instruire les projets, parce que quand on accompagne les porteurs de projets, on connaît mieux les fonctionnements, les difficultés, tout ça. Donc, je vous encourage aussi à être parrain, marraine de ces projets-là, des porteurs, pour les aider à les construire. Et après, de participer au jury oral, ça c'est super important parce qu'on peut avoir une vision du projet qui va être complètement bouleversée quand on va entendre les jeunes en parler. Qui va pouvoir être... des fois, on est tellement subjugué par ce que vont dire les jeunes que des fois, les petits travers qu'on n'a pas vus dans l'écriture du dossier, on dit les jeunes sont tellement motivés, ils sont tellement impliqués. Il n'y a aucune raison qu'on ne leur donne pas le financement, même s'il y a toujours quand même des choses à revoir. Mais voilà. Donc ça, c'est important aussi d'assister au jury. Si vous vouliez compléter. Oui, désolée, je n'étais pas attentive tout le temps, donc je n'ai pas forcément entendu la question au tout début, je suis désolée. Mais juste pour compléter sur le côté jury, parfois ça permet aussi de voir que peut-être que le dossier, à l'inverse, était hyper bien écrit, parce qu'en fait, il a été écrit par la supporteuse, les pros, etc., et que les jeunes, en fait, ils ne connaissent pas du tout le projet, ou peut-être que si, mais plus développer leur côté motivation, leur implication, etc. Donc, il y a aussi ce côté-là à faire attention dans l'instruction et l'intérêt d'être instructeur et juré à la fois.
Ok, donc du coup, je vais vous montrer comment ça se présente sur la plateforme. Alors, je vais essayer de chercher la plateforme. Juste un instant. Alors. Hop, voilà. Donc, quand vous êtes instructeur des dossiers, vous allez pouvoir entrer dans la plateforme du FONJEP, vous allez avoir la référence des dossiers ici, et puis c'est indiqué voilà, que votre rôle instructeur ou parrain, voilà, si vous êtes parrain. Donc je vais rentrer dans ce dossier-là. Donc, il y a un dossier qui a déjà été validé, qui s'est passé cet été. Et donc, il y a un petit onglet pour l'instruction qui est ici. Donc, on clique. Et puis là, vous avez donc tous les critères sur lesquels vous allez devoir remplir vos avis. Donc, vous pouvez soit télécharger la grille, qui est exactement la même, et là, vous l'aurez sur un document Word. Et si vous préférez travailler sur un document Word avec tous ces critères-là, vous pouvez le faire. Si vous le faites en ligne, surtout, parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois, si vous ne remplissez pas tous les critères, que vous le faites en plusieurs temps, il faut penser à enregistrer, parce que sinon, vous perdez tout. Donc, ça peut être une sécurité de télécharger la grille en Word et d'inscrire voilà, vos avis, vos commentaires sur le Word. Donc, voilà. Donc après, lorsqu'on déplie, c'est vraiment très, très détaillé. Donc, on a juste à remplir les choses qu'on a identifiées. Là, c'est le groupe de jeunes, le nombre, la mixité, la moyenne d'âge, etc., leur situation sociale et professionnelle. S'ils ont fait une formation de préparation au départ et si on arrive à évaluer à peu près la qualité de leur préparation, et puis s'ils sont acteurs du projet, donc ça c'est un critère sur lequel on est revenu plusieurs fois qui sont assez importants. Donc voilà, c'est pas la peine de s'étaler, c'est juste aussi avoir des mémos pour dire voilà, ça c'est OK, ça c'est le rempli, c'est tout ça. Donc parce que voilà. Et après, on a une appréciation globale sur le critère en général. Donc, l'encadrement, on en parlait aussi. Donc, c'est là où on marque qui est encadrant, leur âge, s'ils ont des diplômes, leur statut, de l'expérience. Donc, là, il n'y avait pas d'encadrant, mais ce n'était pas grave parce que les jeunes, elles étaient vraiment très, très autonomes. Ensuite, sur le partenaire local, ça aussi, c'est très important de vérifier, comme le disait Claire aussi, qui est le partenaire, est-ce qu'il a de l'expérience, quel type de projet il a déjà mené, des choses comme ça. Donc, ça, c'est là où on peut l'évaluer. Donc, l'action sur place, qui est le cœur un peu de l'instruction. Voilà, il y a plusieurs projets global pertinence. Donc, moi, par exemple, sur ce projet-là, j'avais marqué que c'était quand même à retravailler parce que c'était des jeunes étudiantes justement qui étaient ergothérapeutes et qui venaient un peu avec cette position de on amène notre savoir, notre connaissance au sein d'un groupe. Elles travaillaient avec des jeunes handicapés. Donc, on leur a bien réexpliqué les principes aussi voilà, par mail, dans les échanges mail, qu'il fallait qu'il y ait plus d'échanges interculturels. Et c'est ce qu'elles ont et qu'elles devaient travailler plus en lien avec les jeunes et faire des formations ensemble. Donc c'est ce qu'elles ont retravaillé et c'est ce qui après on a pu le vérifier lors de leur passage au jury. Donc après ça a été un super projet. Voilà, et donc après, oui, le planning, ça c'est hyper important aussi à regarder. Donc c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, l'équilibre entre les temps qui vont être de visite et un peu de tourisme et les temps vraiment consacrés à l'action et aux échanges interculturels. Sachant que les visites, nous, on conseille, en général, quand on est parrain, que les visites se passent aussi ensemble avec les deux groupes de jeunes. Et c'est ça qui est chouette aussi, parce que ça leur fait des moments de partage un peu plus légers ensemble.
Et la restitution, donc ça, c'est un peu le talon d'Achille. C'est là des projets-là, c'est vrai que c'est ce qui est le moins développé et ça, c'est dommage parce que souvent, quand ils rentrent des projets, si c'est un groupe d'étudiants, ils repartent chacun dans leur université, ils ne vont pas prendre ce temps de restitution, de refaire. Voilà, c'est vraiment important d'amener le porteur de projet à créer des événements, soit une expo, un ciné-débat ou une restitution vidéo de ce qu'ils ont fait au public, au plus grand, au public le plus large possible, pas que auprès de leur famille, par exemple. Et ça, bon, c'est toujours un peu bâclé, on va dire, dans les projets. C'est un peu à travailler de manière générale, quoi. Et ensuite, on va regarder le budget. Donc, faut être quand même assez vigilant sur les budgets. Donc, le budget, je vais remonter. Vous avez là, en général, le budget prévisionnel. Et donc, tous ces onglets, vous y avez accès au moment de l'instruction. Donc, vous pouvez regarder aussi le nombre de participants, leur âge, comme le disait Claire, les lettres de motivation. Et les budgets, la première chose à voir, c'est si le budget il est à l'équilibre. Parce que des fois, certains porteurs de projets ne savent pas qu'il faut avoir autant de dépenses que de recettes. Ça peut paraître simple, mais on le vérifie. Donc là, par exemple, il n'était pas à l'équilibre. Vous avez dit, c'est en rouge. Et puis après, vérifier un peu tous les calculs qui ont été faits. Et ce qui est intéressant dans son demande au porteur de projet, c'est qu'il y a un bilan narratif qui est ici, la description narrative du budget. Et ça vraiment permet de comprendre des fois les calculs qui ont été faits, le nombre d'accompagnants qui a été compté dans le nombre de billets d'avion, dans le nombre de visas, sur le logement et tout ça. Donc voilà, là, il était vraiment très bien renseigné que sur la partie dépenses et sur la partie recettes. Et après, on préconise aussi fortement les porteurs de projets à mettre tout justificatif, donc des devis, par exemple, sur les billets d'avion, les transports, sur s'il y a une location de bus, par exemple, là-bas, à l'international, c'est bien d'avoir les devis aussi, ou sur l'hébergement et la nourriture, ou sur l'achat de matériel. Ça nous permet de vérifier que ce qui a été mis dans le budget est juste et paraît est à l'échelle de ce qui se fait aussi dans le pays, quoi. Voilà. Quoi vous dire sur l'instruction ensuite. Donc, on a le budget. Et ensuite, on a une observation. Donc, oui, on peut regarder s'il y a eu déjà un bilan qui a été fait, si c'est une association qui a déjà porté un projet les années précédentes. Donc, on peut voir aussi la qualité du bilan si elles ont dû faire un précédent projet. Et ensuite, on met nos appréciations et nos recommandations. Et ça, c'est super important aussi qu'en tant qu'instructeur, on puisse recommander de se mettre en lien avec d'autres associations ou de travailler peut-être plus certains aspects du projet. Donc, voilà, ça, c'est vraiment important de le préciser là. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Après, c'est vraiment bien fait, c'est assez intuitif le site. Donc, voilà, on se laisse guider par les critères et c'est plutôt bien. Après, voilà, si on débute sur l'instruction, si c'est... moi, je dis qu'on passe minimum 3 heures par dossier, quoi. C'est vrai que du coup, que ça apparaisse comme ça sur la plateforme, ça permet de se rappeler en mode ah bah oui, tiens, c'est vrai que j'ai oublié de regarder ça, tel ou tel critère. Ou... Ouais, exactement. Ça permet d'avoir un fil conducteur. Ouais. Je voulais juste, du coup, s'il n'y a pas de questions a priori, rajouter deux éléments.
Déjà, une information quand même importante, c'est qu'il y a aussi une double instruction sur les projets JSI, VVVSI, mais qui ne se fait pas en fait avec un autre instructeur associatif, mais en fait avec le poste diplomatique du pays concerné par le projet. Donc nous, en fait, on les transfère au ministère des Affaires étrangères qui envoie ensuite les projets au poste diplomatique concerné, et donc aux personnes sur place qui apportent du coup un regard de terrain. On les envoie aussi quand c'est le cas, on envoie la liste des projets aussi à France Volontaire, qui les transmet donc à ces espaces volontariat. Et voilà, donc c'est des personnes qui sont sur place et qui peut-être connaissent l'association partenaire locale. Et voilà, en général, c'est plutôt complémentaire. Et vu que c'est une instruction côté État, ça permet aussi d'apporter des réponses sur la partie sécurité. Voilà. Donc ça, c'était le premier élément. Et le deuxième, c'est juste revenir un petit peu sur les jurys et pour rappeler que voilà, ça vient en complément de l'instruction du dossier écrit. Donc, pour rappel, le rôle de l'instructeur, c'est vraiment aussi sur toute la faisabilité technique du projet, notamment. Et donc, au jury, on va plutôt aller interroger les motivations des jeunes qui viennent présenter leur projet. On essaie du coup de les faire en présentiel, d'ailleurs, ces jurys, en général, quand il y a au moins 4 ou 5 dossiers déposés. Mais en fait, ça dépend aussi maintenant des coordinateurs régionaux. Vous verrez qu'il y en a beaucoup plus qui sont déposés pendant la période de réalisation qui correspond à l'été, parce qu'en général, c'est là où c'est plus simple pour les jeunes de partir. Et voilà, et donc au niveau du jury, on est là pour évaluer la motivation des jeunes, leur implication dans la construction du projet et leur volonté aussi de nouer des relations partenariales avec les jeunes du pays partenaire, avec l'association locale, avec les populations. Et donc, on est plus là pour les pousser plus loin un petit peu dans leur réflexion et aussi cerner leur niveau de préparation au départ, au niveau de la curiosité culturelle, la posture, etc. Et je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Moi, pour juste compléter, après ce qui peut être encourageant aussi à faire avec les porteurs de projets, c'est de faire ces projets en réciprocité, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aussi, et il y a cette possibilité avec ce dispositif d'accueillir aussi les jeunes ici en France, et ça, il n'y en a pas assez. Et ça peut être vraiment une suite un peu logique voilà, on fait peut-être, et même parfois, nous, on a des porteurs de projets qui ont d'abord préféré accueillir les jeunes ici en France avant de partir là-bas à l'international, parce que c'était des jeunes voilà, qui n'étaient jamais partis, pour qui c'était difficile. Et le fait d'accueillir d'abord les jeunes d'un autre pays, ça les a motivés à continuer en fait le projet et à faire l'année d'après l'envoi. Donc voilà, ça, il faut vraiment aussi l'avoir en tête comme recommandation avec les porteurs de projet. Oui, je pense à Apprenti d'Auteuil, qui est un super témoignage d'une expérience comme celle-là, où d'ailleurs ils ont d'abord fait du coup un projet en réciprocité, donc là c'est dommage, ils ne sont pas là pour témoigner. Et juste pour les projets en réciprocité, enfin voilà, ça se fait moins, mais ça se fait. Peut-être qu'il faut, par contre, au niveau des demandes de visa, c'est un petit peu souvent la partie la plus complexe. Il faut s'y prendre vraiment à l'avance, et sachez en tout cas que nous, côté FONGEP, on peut vous appuyer en allant du coup en mobilisant le ministère des Affaires étrangères, qui souvent fait des lettres d'appui qui transmettent au service des visas. Voilà, donc là on a eu on l'a fait plusieurs fois là, pour 3 projets récemment, et en tout cas ça a fonctionné. Et même si au pire les projets sont un petit peu décalés au niveau des dates, ça finit toujours par se faire. Et je vois Roland, oui, si vous vouliez intervenir. Oui, non, j'allais dire qu'il fallait avoir la même mobilisation de l'autre côté. Et là, c'est peut-être voir avec France Volontaire ou bien au niveau des instances consulaires pour faire la même mobilisation, parce que de l'autre côté, des fois, ils ne sont pas au courant. Voilà, ils ne sont pas assez informés de cette possibilité, de cette opportunité. Vous voyez? Oui, après, dans tous les cas, il faut que ce soit l'association
une association française, donc de loi 1901 ou 1908, qui dépose le projet sur la plateforme. Ouais. Mais, et donc, en fait, c'est toujours voilà, cette association d'aller chercher un partenaire local et de l'informer de cette possibilité-là. Mais en effet, c'est bien que ce soit aussi communiqué par les acteurs sur place comme France Volontaire. Oui, c'est un bon canal, le meilleur canal possible pour le moment. Juste une petite remarque en lien avec les jurys. Nous, on avait déjà eu un projet qui avait été déposé en Bourgogne-Franche-Comté où, lors du jury, il y a un jeune participant du pays partenaire qui était là pour le jury et qui avait pu témoigner de l'implication des jeunes du pays partenaire dans le projet. Il me semble que ça peut aussi être un aspect qui est valorisé lors du jury. Complètement. Moi, j'ai jamais eu ça encore en jury, mais je sais, donc Lucille, c'était la personne au FONJEP qui s'occupait du JSI, VVSI avant, nous avait parlé du fait que ce serait bien d'essayer d'encourager ça et le développer, surtout maintenant qu'on est hyper habitué aux outils numériques et au distanciel. Donc ça peut se faire et c'est vrai que c'est hyper... de notre côté, je pense que ce serait quelque chose qu'on valoriserait énormément. Ouais, c'est intéressant ce témoignage parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup attention sur le projet à la préparation au départ des jeunes Français, mais je pense qu'il faut faire autant attention à la préparation aussi des jeunes à l'international qui vont les accueillir et donc être aussi vigilant à leur préparation et à leur motivation, à leur implication. Donc c'est vraiment pour les deux groupes de jeunes qu'il faut avoir un peu la même vigilance. Et dans cette démarche, si je complète, parce que en fait, on va de plus en plus dans cette démarche-là d'intégration du partenaire local et des jeunes donc du pays partenaire. Ce serait aussi je crois qu'avant, on ne demandait même pas forcément la liste des jeunes, maintenant c'est le cas, et ce serait aussi, pourquoi pas, de prévoir un espace directement sur la plateforme au niveau du dépôt pour le partenaire, et que tout ne passe pas justement par l'association française, mais que ce soit partagé entre les deux. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on va peut-être pouvoir s'arrêter là. Ah oui, en plus, je vois plusieurs messages de personnes qui doivent partir. En effet, on avait annoncé 12h30. Aurélie, est-ce que tu souhaites dire un petit mot pour... C'est bon, en Occitanie, mais il n'y en a plus beaucoup. Voilà, le jury sera le 22 novembre. et l'attribution, enfin, pour ceux qui vont instruire les dossiers sur cette session. Ok. Non, bah, du coup, juste un petit mot pour vous remercier de votre implication sur ces dispositifs. Rappelez que ce soit du coup côté FONJEP comme côté des coordinations régionales, donc pour vos régions respectives, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans l'instruction, qui est quand même un travail qui n'est pas toujours simple. Et voilà, je crois que c'est tout. On va peut-être penser pour les prochaines sessions à mettre en place des formations un petit peu plus longues ou pourquoi pas en présentiel sur des demi-journées. Voilà, c'est en cours de discussion. Là, en attendant, on fait ça. Là, on va faire un petit document un petit peu synthétique là, qui reprend tous les critères d'éligibilité, de valorisation, et le rôle entre instructeurs et jury. Et donc, on enverra ça aux coordinateurs et coordinatrices régionaux qui vous les transféreront. Et si vous n'avez rien reçu, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse solidaritéinternationale@fonjep.org. Voilà. Merci encore et très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.